C'est le mardi 18 mars, donc la semaine prochaine, qu'une rencontre est prévue entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa. Très précisément à Luanda, la capitale de l'Angola. La question, nous l'avons abordée très sérieusement la fois passée. Nous vous avons expliqué les contours et les différentes raisons qui expliquent à ce jour cette rencontre. Nous sommes passés par le sommet conjoint de l'EAC et la SADC, qui à travers le communiqué, on a bien voulu que la République démocratique du Congo échange avec le M23. Dans le cadre, bien entendu, de l'EAC, qu'on respecte le processus de Nairobi. Nous vous avons parlé également de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là aussi, on a pu se responsabiliser les organisations de la sous-région, entre autres ici, l'EAC et la SADC. Et lorsqu'on parle de l'EAC, on voit maintenant le processus de Nairobi. Et quand on parle de la SADC, on voit le processus de Luanda. Processus de Nairobi, c'est les échanges, bien entendu, entre la RDC et le M23. Processus de Luanda, on veut bien que la RDC échange avec le Rwanda. Nous vous avons expliqué la fois passée. Alors cette rencontre est prévue le mardi prochain, le 18. Nous nous posons cette question. Qui pour discuter pour le compte du gouvernement avec le M23? Qui pour aligner? Qui on devra plutôt aligner pour aller discuter avec le M23? Qui? Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des gens peu capables, peu pointus, et qui pourraient risquer davantage compliquer les choses parce que simplement ils n'auront pas compris ce qu'ils devraient faire pour le pays. Il faut le choix des acteurs, des gens capables à ne défendre que les intérêts du pays. Et voilà, nous avons bien voulu aborder cette question aujourd'hui, l'analyser avec vous. Qui, en tout cas pour discuter avec le M23. À travers cette problématique, vous allez aussi suivre ici des graves révélations. Nous disons bien des graves révélations parce que les propos tenus par un journaliste de la RFI. Je pense que de tels propos ne devraient pas passer comme ça sans que nos services ne s'y impliquent. C'est très grave à notre niveau. Et nous avons fini par comprendre qu'il y a certains acteurs qui passent par ces chaînes, entre autres ici, France 24, TV5, RFI, pour en fait chercher à déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Et nous le disons avec regret parce que ce propos ne nous a pas chanté. Et vous allez suivre cela à travers cette émission. En tout cas, merci. Bien avant, nous avons quelques informations, comme toujours, vous savez bien. Il y a eu un affrontement entre le M23 et les FARDC, appuyé par les Wazalendo, comme toujours, vers Tulunge et Ilumba, dans le territoire de Fizi, dans le secteur Lulenge, dans la province du Sud-Kivu. Plus de 72 éléments de M23 ont péri. Ça veut dire qu'ils ont été tués parce qu'il y a eu 3 embuscades montées par les FARDC et ces éléments de M23 sont tombés dedans. 72 au total. C'est beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur cette question. Heureusement que les négociations sont annoncées. Chaque participant, de chaque côté, pourra prendre conscience, si réellement on est Congolais, de tout faire pour mettre un terme à la guerre, parce qu'elle n'est pas avantageuse, franchement. On ne sait que mourir.
On sait que perdre les gens. Mais ici, je pense que c'est plus chez les Rwandais. Parce qu'ils sont plus composés des Rwandais qui se battent bec et ongles pour imposer leur occupation. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La deuxième information. L'envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs, Marc Pixtin. Bon, vous allez nous excuser si nous avons massacré le nom. Vous savez, les noms belges ne sont pas faciles à prononcer. A été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils ont échangé autour de la question sécuritaire. Et l'envoyé spécial du Royaume de Belgique a affirmé que la Belgique est déterminée à être aux côtés de la République démocratique du Congo afin de trouver solution à cette question, surtout à ce moment où la RDC est agressée par le Rwanda. Très bonne chose. On attend voir les effets. Sinon, au moins, il faut reconnaître que les dernières positions de la Belgique, elle a su condamner clairement le Rwanda. Elle a su démontrer que le Rwanda viole, en tout cas, l'intégrité territoriale de notre État. C'est insupportable. Et la voix de la Belgique a été entendue à l'Union européenne. Encore qu'il faut rappeler ici, la République démocratique du Congo, comme le Rwanda, sont les deux pays qui ont été colonisés par la Belgique. La troisième information, c'est la SADC qui a organisé sa rencontre hier. Et un communiqué a été pondu, mais l'information principale dans ce communiqué, c'est le retrait maintenant des militaires de la SADC de la République démocratique du Congo. Les quelques pays qui composent la SADC ont envoyé leurs militaires aux côtés d'un autre pays membre ici, la République démocratique du Congo, qui fait face aujourd'hui à l'agression. Et en fait, après l'évolution de la question, la SADC a estimé qu'il est temps de retirer maintenant les militaires de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une bonne chose? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on a résolu la question? Tout est fini? La SADC a compris que le problème ne se pose plus? Bon, autant de questions qu'on peut se poser, mais le constat est que on a décidé hier que les militaires de pays qui composent la SADC quittent la République démocratique du Congo. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Analysons, parlons pays. Ici, on ne parle pas autre chose. On parle République démocratique du Congo. On analyse les questions d'actualité. Ainsi, pour permettre que chacun de nous puisse avoir une lecture réelle de ce qui se passe au pays. C'est le sens de notre émission. C'est le sens de nos différentes tribunes. Et c'est ici qu'on analyse objectivement les faits. Ici, on ne parle pas individu, nous parlons pays. Ici, nous ne sommes pas dans les accessoires, non. Nous estimons que nous sommes souvent dans la pertinence. En tout cas, merci. Qui pour discuter avec le M23 le 18 mars prochain, ça veut dire le mardi prochain, à Luanda. Pourquoi nous avons posé cette question? Nous avons posé cette question parce que nous sommes partis d'une expérience. L'expérience est de 2009. En 2009, il y avait un gouvernement, il y avait un autre mouvement qui avait pris les armes. Ce mouvement s'appelle le CNDP. Le CNDP prend les armes juste après les élections de 2006. Et on s'est convenu qu'on devrait maintenant échanger afin de trouver solution. On envoie une équipe du gouvernement de Kinshasa à son temps, dirigée par Raymond Tshibanda. Et on va signer l'accord le 23 mars 2009. Parce qu'il n'a pas été revêtu du nationalisme au sens vrai. Il a cautionné des choses qu'il ne devrait pas cautionner. Et lesquels accords nous ont mis dans des conditions difficiles aujourd'hui, où par la suite on aura la naissance de M23
qui veut simplement dire, nous sommes un mouvement du 23 mars, ça veut dire qu'on réclame maintenant l'exécution totale de ce qui a été convenu le 23 mars. Et autant avec les 3 déclarations de Nairobi, le 12 décembre 2013, toujours avec Raymond Tshibanda. Et nous avons estimé qu'il n'a pas bien fait le travail pour le compte du pays. Curieusement, ça étonne les gens aujourd'hui. Et je comprends d'ailleurs, en fait, compte lorsque Joseph Kabila dit que le M23 a des revendications légitimes. Et donc, ceux qui ont été mandatés à son temps n'ont su que travailler contre le pays, mais tout en donnant l'impression comme si ce qu'ils ont conclu ne devrait pas être réalisé, alors que c'est les mêmes qui ont conclu cela. Personne ne les a poussés par force. Et voilà pourquoi on a su piéger le pays. Et là, c'est là que les Congolais ont eu du mal à comprendre Joseph Kabila. Parce que c'est son gouvernement qui a conclu ces accords-là. Le même gouvernement a donné l'impression qu'on ne pouvait pas, en tout cas, respecter toutes les dispositions de cet accord. Et le même monsieur, la même personne, le même président en son temps, qui aujourd'hui est ancien président, approuve maintenant ces revendications d'un 23 pour dire sont des revendications légitimes. Voilà pourquoi nous disons il faut quelqu'un de pointu. Il ne faut pas envoyer des gens de nature de Raymond Tshibanda pour discuter avec le M23. Non. Il ne faudrait pas envoyer des gens qui ont des doubles faces. Ce n'est pas intéressant. Ça veut dire qu'il a une nationalité congolaise, il a en même temps une nationalité rwandaise. Comme le professeur Bob qui Tshibanda ou Kalala. Je ne connais pas très bien son nom, Bob. Il ne faudrait pas envoyer des gens assoiffés d'argent. Et lorsqu'ils seront tentés, ils ne vont pas résister, ils pourront prendre l'argent et puis trahir le pays. Il ne faudrait pas envoyer des gens qui ne maîtrisent pas l'historique de la question. Il ne faudrait pas envoyer des gens qui scientifiquement peuvent poser. Il faut envoyer des gens aguerris. Des gens, lorsqu'ils prennent parole, ils ont de références. Ils savent convaincre. Ils ont du crédit lorsqu'ils parlent. Ils n'ont pas une quelconque dette morale au Rwanda. Ils n'ont pas une quelconque dette morale au M23. Des gens qui sauront défendre valablement le pays. Des gens qui sauront relayer maintenant les attentes de la population. Les gens qui vont sauvegarder les intérêts de la République démocratique du Congo. Les gens qui vont veiller sur toutes les stratégies d'occupation. Les gens qui ne vont pas, en tout cas, se faire dribbler par certaines expressions et entre les lignes de main poser problème. Il faut maintenant des gens aguerris. Il faut des gens aguerris. Il faut des gens aguerris. Parce que nous avons l'impression qu'il y a un plan. Et alors que cet accord, enfin qu'est-ce que je dis, ces discussions sont circonscrites, nous vous avons dit la fois passée, dans le cadre du sommet conjoint, l'EAC et la SADC. Il a été clairement dit qu'on reste ouvert au processus de Luanda et au processus de Nairobi. Lorsqu'on parle du processus de Nairobi, là, on fait allusion aux discussions entre la République démocratique du Congo et le M23. Lorsqu'on parle du processus de Luanda, on fait allusion aux discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est comme ça que vous avez vu le 12 décembre passé, le président de la République s'était déplacé, mais celui du Rwanda n'est pas venu. Les deux allaient discuter, au besoin trouver un compromis, et celui du Rwanda a trouvé un prétexte qu'il aurait fallu qu'avant qu'on discute avec la République démocratique du Congo, il faudrait que la RDC échange d'abord avec le M23. Échanger avec le M23, c'est nous retrouver dans le processus de Nairobi.
C'est ce qui va se passer le mardi prochain. Nous vous avons aussi expliqué que quand vous lisiez attentivement la résolution 2773, là aussi, on a renvoyé la responsabilité aux organisations de la sous-région, entre autres ici, l'EAC et la SADC. Donc, on retombe encore dans les deux processus. Au finish, c'est échangé d'un côté avec le M23 et de l'autre côté avec le Rwanda. Et c'est dans ce cadre-là que ça va s'organiser le mardi. Mais la surprise à notre niveau, c'est là où nous interpellons ici les services et l'État congolais. Le ministre de la Justice en même temps. Comment comprendre qu'un journaliste de France 24, ici pas n'importe quel journaliste, Juan Gomez, c'est un grand journaliste respecté, puisse tenir des propos tels que, vous allez suivre ce son, nous allons les balancer. Il parle d'un éventuel accord historique qui pourrait, même s'il était en train de conditionner, qui pourrait être conclu entre le gouvernement de Kinshasa et le M23, où on envisagerait la démission du chef de l'État. Ce n'est pas possible. On envisagerait la démission de Félix Antoine Tshisekedi. Suivez d'abord les sons ici de Juan Gomez, de la RFI, que chacun se fasse l'idée, que chacun puisse apprécier, même si c'est dans les débats, parce que là, s'il construit la question comme ça, lui, tout en employant le conditionnel, il aurait reçu l'information. Il aurait appris que. Alors, moi, je pense que les services chercheraient maintenant à savoir auprès de Juan Gomez d'où il a eu cette information. Même s'il a conditionné, ça veut dire que quelque part, il a reçu l'information. Ce qui restait, c'est la certitude de l'info à son niveau. Suivons d'abord. RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. Bonjour à tous et bienvenue RFI dans cette édition spéciale consacrée à la rencontre décisive qui aura lieu à Luanda dans les prochains jours. Un sommet crucial où des discussions déterminantes se tiendront entre les différentes parties impliquées dans la crise actuelle en République démocratique du Congo, dont le pouvoir de Kinshasa et le mouvement rebelle du M23 AFC. D'après nos informations, cette rencontre pourrait aboutir à un accord historique qui contraindrait le président de la République Félix Tshisekedi à se retirer du pouvoir. Sous la pression des négociations et des engagements internationaux, un cadre de transition serait mis en place pour assurer une passation ordonnée du gouvernement à son successeur avec le soutien. À notre niveau, nous estimons que c'est très grave. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas entré en fonction par un coup d'État. Non. Il n'a pas été choisi parce que nous sommes en crise. Le temps qu'on attend les élections, monsieur, nous vous choisissons pour conduire la destinée de notre pays. Non. Il est entré en fonction par les élections, que ce soit en 2018, que ce soit en 2023. Il a bénéficié le mandat du peuple. Si vous, autres États, vous êtes des États démocrates ou démocratiques si vous voulez, comment vous pouvez jusqu'à penser qu'un président élu d'un pays agressé dont il subit et une agression condamnée par le monde entier, condamnée par tous les pays du monde, et que ce pays qui subit l'agression, ce président qui conduit la destinée de ce pays qui subit l'agression puisse démissionner parce que simplement certaines personnes auront demandé son départ. Mais c'est incohérent. C'est inadmissible ça. C'est comme ça que nous disons, c'est qu'il y a quelque part un plan. Il n'aurait pas dû tenir de tels propos. Et vous savez, son émission est très largement suivie. Il ne devrait pas tenir de tels propos sans que
il ait entendu quelque part les gens mijoter de cette façon. Et c'est comme ça que nous disons, les services peuvent cette fois-là aller vers le journaliste, poser la question. D'où vous avez eu ces informations? Même si ce n'est pas toujours facile qu'il vous délivre ces sources, ça c'est évident. Mais à travers les échanges, vous pouvez vous faire l'idée. Parce que pour nous, c'est très grave ces propos. C'est très grave. Le président Tshisekedi, c'est un président élu, démocratiquement élu, convenablement élu, dont le résultat n'a pas été rejeté par les observateurs nationaux comme internationaux. C'est pas possible. Est-ce que la démarche des évêques répondrait à cette logique? Parce que déjà, j'ai l'impression comme si certains acteurs, plus les Congolais, qui savent facilement manipuler certains médias, l'ont fait. Parce que quand je prends les propos de Gomez, ils ne sont pas très différents de Franck Diongo. Suivez bien mon regard. Les propos de Gomez ne sont pas différents ou trop éloignés des propos de Franck Diongo. Dans quelle famille politique appartient Franck Diongo? Et c'est comme ça que je vous parlais la fois passée quand je vois la composition des évêques avec le président de la Senco, Monseigneur Fulgence. Et c'est là où j'ai manqué, j'ai perdu un peu de la confiance à la démarche, bien entendu, des évêques. Et alors qu'au départ, j'étais parmi les premiers qui appréciaient parce que échanger entre Congolais pour réfléchir sur ce que nous devons faire pour notre pays, de mon point de vue, était très important. Et j'ai salué cette démarche. Mais l'allure où cette démarche a pris, je me suis dit, non, c'est un peu dangereux. On sort du pays, on a commencé à contacter, on va au Kenya, on va en Somalie, on va au Congo-Brazzaville, on va à Luanda, on va au Rwanda, on va ainsi de suite, pour que simplement les Congolais échangent, pour qu'on trouve l'harmonie dans la cohabitation entre les Congolais. Je ne crois pas. Ce cadre est allé très loin. Est-ce que Juan Gomez a-t-il tiré son information de ce cadre-là? Je ne saurais pas l'affirmer, je ne saurais pas le dire normalement. Mais ici, moi, je me limite à vous présenter le fait. Le fait est tel que de tels propos sont sortis d'un journaliste de la RFI qui les dit tout en conditionnant, mais il donne l'information et le monde entier a pu suivre cela. En tout cas, merci. Pour cette rencontre de Luanda, le M23 pose déjà certaines conditions. Ici, nous avons pris au moins deux. La première, pour le M23, que le président Félix Tshisekedi, j'aime parce que là, on sait le respecter, et même on dit le président Félix Antoine Tshisekedi s'exprime officiellement sur sa volonté de négocier. Non, mais ce n'est pas au président Félix Tshisekedi d'exprimer sa volonté. Parce que l'initiative des échanges avec le M23, ce n'est pas l'initiative de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi qui appelle maintenant le M23 à venir échanger avec le gouvernement de Tshisekedi, de Kinshasa à Luanda. Non. L'initiative va au-delà. Va au-delà de Tshisekedi. Et voyez, même Tshisekedi aussi n'a pas marqué son total accord jusqu'à la preuve du contraire. Nous avons lu le tweet de sa porte-parole. Elle a parlé plutôt de la prise de l'acte de cette information.
de la presse de la présidence angolaise. Donc ce n'est pas à celui qui est invité comme vous à pouvoir dire officiellement sa volonté de vouloir négocier. Mais il ne va pas refuser parce que c'est un président d'un pays agressé qui cherche la paix pour son pays. Tshisekedi n'a pas pris les armes contre notre pays. Tshisekedi n'est pas allé chercher, en tout cas, les désordres en dehors de son pays. Il est dans son pays. C'est les autres qui ont instrumentalisé quelques membres de notre société à pouvoir prendre les armes afin de déstabiliser notre pays. De ce point de vue, lorsqu'on cherche la solution à la question, ce n'est pas à Tshisekedi de venir dire non, je déclare officiellement ma volonté de négocier avec le M23. Mais le facilitateur, c'est cela la mission d'ailleurs du facilitateur. Il va faire ce travail. Et la deuxième raison, deuxième condition de M23, que la médiation fasse informer officiellement les parties prenantes de son initiative ainsi que de ses termes de référence. Je ne pense pas que dans les principes de discussion, on va appeler les acteurs autour de la table sans que les termes de référence ne soient partagés. Vous allez comprendre les termes de référence, autour de quoi on va discuter, quel est l'objectif ultime poursuivi, et chacun à travers cet objectif pourra donner maintenant ses conditions. Et c'est au terme de ces conditions que les discussions auront lieu. Et c'est en fait compte qu'on peut prendre maintenant une synthèse qui pourra mettre tout le monde d'accord. La méthode s'appelle la méthode dialectique. Il y aura des thèses, il y aura des antithèses, mais en fait compte, on va fournir l'effort pour que les gens s'accordent et s'acceptent, et pour qu'on ait finalement une thèse. Et donc, ici, ce n'est pas au président Félix-Antoine Tshisekedi la première responsabilité de déclarer officiellement être disposé à avoir la volonté de négocier avec le M23. Mais il ne peut pas refuser. Nous vous avons expliqué à travers notre tribune. Parce que comme c'est la volonté de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 2773, une résolution qui a su condamner clairement le Rwanda. Une résolution qui a démontré que le Congo est agressé. Autant l'Union européenne également. Ils ont su démontrer cela. Je ne vois pas comment par la suite on peut refuser de discuter. C'est là qu'on s'est entendu parce que nous-mêmes nous avons été au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous-mêmes nous avons été au sommet conjoint de Dar es Salaam. Donc la République démocratique du Congo, à travers son président, ne recherche que la paix. Je vais vous rappeler un fait. Lorsque le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir au début, il est allé auprès de Kagame et il a fait venir Kagame jusqu'à Kinshasa. L'intention était d'avoir de bonnes collaborations. Mais malheureusement, Kagame avait son plan. Malgré la bonne volonté exprimée par Félix-Antoine Tshisekedi à son temps, pour Kagame, ce n'était pas une occasion de collaborer avec Tshisekedi. Ou alors c'était une occasion maintenant de les démontrer la vraie face en les créant maintenant des ennuis par des rébellions et des agressions. Il a tenté, c'est comme ça qu'il est allé même à l'EAC, il a amené le pays à l'EAC. C'est avec la première intention de chercher la paix avec nos voisins, de faciliter l'économie, de faciliter la collaboration. Mais parce qu'ils avaient leur plan, et c'est difficile de bien collaborer avec de telles personnes. Il est allé à travers le monde entier. Les pays voisins, il a contacté pratiquement tous les pays. Et ce n'est pas celui-là qu'on peut se poser la question aujourd'hui, lorsqu'il y a, en tout cas, la probabilité de la tenue ou l'éventuelle tenue de l'accord, on peut alors s'interroger auprès d'une telle personne s'il a la volonté, s'il peut, non.
Il a la volonté parce qu'il veut bien la paix pour son pays. C'est seulement par la paix qu'on peut, en tout cas, penser à l'économie. La guerre tue, détruit l'économie, saccage tout et met le pays à genoux. Regardez l'économie de notre pays aujourd'hui. À Goma, on peut tout dire. Les gens vivent actuellement très difficilement. À Bukavu, les gens vivent très difficilement. Pourquoi? Parce que l'économie est désarticulée. La vie sociale est désarticulée. Beaucoup de familles sont éprouvées. La haine habite maintenant les gens. Et voilà, c'est cela à cause de la guerre. Il y a une autre personne qui m'a posé la question. Il me dit, mais Pascal, comment ça va se passer après que ces gens aient massacré, tué les gens, ainsi de suite, et on va négocier pour qu'ils aient des responsabilités. Mais c'est une question très pertinente. N'oubliez pas aussi qu'il y a un volet de la justice. Ça, c'est le volet politique. Le volet de la justice existe. La justice internationale et la justice nationale. Le volet de la justice existe. Les gens qui ont commis des crimes répondront de leurs actes devant la justice. Je parie que d'ici quelques temps, il y aura des mandats d'arrêt internationaux contre certaines personnalités, je ne veux même pas les appeler personnalités, certains individus qui se sont illustrés dans le massacre de la population, dans les tueries à masse à la partie est de notre pays. Et ça, soyons-en sûrs, il y aura des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on s'arrête là. Pour discuter avec le M23. Il ne faudrait pas qu'on envoie n'importe qui. Non. Il faut des gens qui savent revisiter l'histoire. Il faut des gens qui savent, en tout cas, défendre le pays. Il faut des gens intelligents. Il faut des gens qui savent convaincre. Il faut des patriotes. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. C'est ici. Au revoir.